Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur l'épreuve de philo de la série ES et pour cela nous accueillons Gilles Vervich, bonjour. Bonjour. Et vous aussi comme les candidats d'ailleurs, vous avez planché sur les sujets de bac de philo et donc vous allez pouvoir nous donner quelques éléments de correction. Il y avait 3 sujets donc, 2 dissertations et une étude de texte. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais d'abord on va commencer par le premier sujet qui était « La morale est-elle la meilleure des politiques ?» Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un sujet peut-être pas évident. Bon, au niveau des thèmes, des notions, c'est bien sûr la morale et la politique, hein. Et le rapport. Alors, le problème est assez classique, c'est-à-dire celui du rapport entre la morale et la politique. La morale est-elle la meilleure des politiques? La petite difficulté, c'est de savoir de quel point de vue on parle quand on parle de la politique. Est-ce qu'on parle du point de vue des responsables politiques, c'est-à-dire pour faire de la politique, l'exercice du pouvoir, est-ce qu'il doit être ou pas moral, ou est-ce qu'on ne parle pas du point de vue de ceux qui sont soumis à une politique, puisque la politique c'est la vie de la cité, c'est faire des règles, c'est le pouvoir politique qui s'impose à l'ensemble des membres de la société. Donc est-ce que aux membres de la société, on doit leur apprendre à être plus moraux, plus justes? Est-ce que le but de la politique, c'est de rendre les citoyens et les sujets moraux? Voilà, donc la grosse difficulté quand même, pour moi, quand on parle de politique dans ce sujet, c'est de savoir si on parle des responsables politiques, des sujets ou des citoyens. Mais Voilà. est-ce qu'on peut parler de tout ça ou Alors pas ? on peut, du coup, voilà, hein. Question à 4 milliards de dollars. Je pense qu'en faisant dans chaque partie un paragraphe sur le point de vue plutôt du responsable politique et puis un paragraphe plutôt ensuite sur la société elle-même qui subit cette politique, ça peut être pas mal. Voilà, essayer de. Voilà. Et on avait la difficulté, c'était de pas en rester simplement que des dimensions. Voilà. Bon, après, donc une fois qu'on a vu cette difficulté-là, bon, le problème du rapport entre morale et politique, il est plutôt classique, hein, voilà. Alors, on peut peut-être faire une première partie. Comme d'habitude, les premières parties, on essaye de partir du sens commun, c'est-à-dire de ce qu'on pense spontanément, hein. Alors, spontanément, je pense qu'on imagine que le pouvoir politique, il est là pour nous aider à vivre ensemble, hein, donc plutôt établir des règles sociale et donc morale. Voilà. Alors on peut même évoquer Hobbes, hein, qui nous explique comment finalement sans loi le juste et l'injuste n'existeraient pas, que c'est le meilleur moyen d'établir le bien et le mal. Donc il y a un peu l'idée, je pense, chez tout le monde que le pouvoir politique, il est là pour rendre les gens plus pacifiques, plus humains, de rendre la société juste et d'imposer des règles. Voilà, hein. Comme on parle de politique, on peut parler aussi de l'État et des lois. Voilà. Deuxième partie, amusons-nous un peu, hein, Machiavel, hein, qui est quand même le champion du monde de la morale et la politique, ça n'a aucun rapport, donc allons-y. Et puis on pourrait finir par Kant, hein, qui nous montre que finalement les lois et puis l'État, c'est le meilleur moyen quand même de rendre la morale un peu objective, et la même pour tout le monde. Voilà. Le deuxième sujet, quant à lui, c'est traiter davantage du travail. Et il s'intitulait « Le travail divise-t-il les hommes ?» Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on attend dans les copies ? Qu'est-ce qu'on attend dans les copies? Alors, de parler sans doute de travail d'abord, hein, C'est mieux. voilà, c'est mieux je pense, hein, et puis la société aussi, la société, les échanges. Bon, c'est un sujet assez typique pour les ES, hein, je pense, le travail, la société, les échanges. Non seulement typique pour les ES, mais typique sur le sujet du travail, très Marx, très marxiste, hein. Alors, on se demande pas. Alors Marx et Adam Smith, on en reparlera sans doute dans 30 secondes, parle plutôt de la division du travail. Là, on nous parle plutôt du travail qui divise les hommes. Voilà, hein. Alors, c'est un peu la difficulté. Le travail divise-t-il les hommes? De quel travail on parle? Dans quel sens on parle du travail? Voilà, on ne parle pas simplement du fait de transformer quelque chose, de produire quelque chose par des efforts. Manifestement, c'est pas le travail comme relation individuelle d'un homme avec un objet ou une matière qui transforme. On est plutôt dans l'organisation sociale du travail. Voilà, le travail divise-t-il les hommes sur l'organisation sociale? Et effectivement, je pense il faut se précipiter là-dessus pour parler de la division du travail, qui est on organise la société en divisant les différentes tâches entre les hommes. Voilà. Donc à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je pense qu'on peut faire un plan classique pour des ES qui doivent connaître un peu les références. Donc peut-être d'abord un point de vue assez positif,
la division du travail, alors chez Adam Smith en particulier, qui parle d'une manufacture d'aiguilles, hein, donc le travail rend les hommes interdépendants et du coup les rend utiles les uns aux autres, et au contraire, donc avec cette interdépendance fait que j'ai besoin des autres hommes et donc ça resserre plutôt les liens, voilà. Donc tendance plutôt capitaliste libérale, hein, le travail c'est bien, ça connecte, voilà, ça, hein, connecting people, hein, ça unit les hommes. Et puis une deuxième partie, Marx, voilà, division du travail comme au contraire l'aliénation, l'interdépendance, c'est au contraire instaurer une domination des uns sur les autres, puisque avec division va répartition différente des produits, de la richesse, etc. Bon. Donc voilà, ça me paraissait assez classique quand même comme sujet, notamment pour DES. Mais ça veut dire qu'il fallait absolument parler de Smith et de Marx ou pas? Non, pas absolument. Il faut jamais absolument. Alors ça, faut se détendre tout de suite. Hein. Il faut jamais absolument parler de tel ou tel auteur. Moi, je vous donne quelques indications qui me paraissaient utiles. Bon, après, quand on est en ES, qu'on a fait des cours de SES, qu'on a fait un cours de philo sur le travail, si vous n'avez pas rencontré Marx, c'est que vous êtes perdu sur le chemin du lycée. Mais voilà, on n'est jamais obligé, de parler d'un auteur. Ça, c'est vraiment la règle absolue. Aucun auteur, on ne peut pas exiger de vous que vous ayez parlé de Marx. Maintenant, ça me paraît, sinon nécessaire, du moins très utile. Très bien. Voilà. Et pour le troisième sujet, donc c'était une étude de texte de Leibniz, qui est tirée des remarques sur la partie générale des principes de Descartes. Que j'ai pas lu d'ailleurs. Bravo. Et donc il traitait principalement du libre arbitre et peut-être aussi de la conscience. Alors pas vraiment, me semble-t-il. Il parle de conscience un moment. Voilà. Alors c'est sûr qu'il parle du libre arbitre. Ça c'est les lignes, premières lignes. Hein, le terme revient. Ce qui vient aussi, si vous avez remarqué, plutôt que la conscience, c'est le terme de jugement. Voilà, c'est plutôt sur le libre arbitre et le jugement. Alors, c'est un peu la difficulté du texte quand même. Moi, personnellement, il m'a paru assez simple, mais je ne suis pas sûr pour des élèves, des candidats au bac, que ce soit évident. Parce qu'en fait, comme l'indique le titre de l'œuvre, moi je dis toujours à mes élèves de ne pas tenir compte du titre de l'œuvre, puisque le texte a peut-être rien à voir avec l'œuvre dont c'est extrait. Il se trouve qu'effectivement, c'est des remarques sur Descartes, quoi. Voilà. C'est-à-dire que chez Descartes, vous avez une théorie du jugement. C'est-à-dire que pour Descartes, l'erreur est humaine, c'est-à-dire que c'est de la faute de l'homme s'il fait des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on se trompe pour Descartes? Parce qu'on se précipite dans son jugement. C'est-à-dire que j'affirme qu'une chose est vraie ou fausse avant d'avoir les idées claires, avant d'avoir à peu près tous les éléments. Voilà. Donc Descartes nous montre que si je me trompe, c'est de ma faute, c'est un effet de ma volonté, et qu'il m'appartient toujours, dans le doute, de m'abstenir de me prononcer. Voilà. Donc chez Descartes, l'erreur est liée à la volonté. Et en fait, c'est un texte de Leibniz pour montrer qu'en réalité, l'erreur n'a rien à voir avec la volonté, qu'il n'y a pas du jugement. Il dit qu'on peut très bien... la volonté, comme il le dit au début, hein, quand nous agissons, voilà, on doit très bien utiliser notre volonté pour chercher à distinguer le bien du mal, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, agir ou ne pas agir. En revanche, pour distinguer le vrai du faux, Leibniz est en train de nous dire que la volonté ne rentre pas en ligne de compte. Voilà. Après tout, j'ai des idées qui se présentent à mon esprit, comme vraies ou comme fausses, et que ce n'est pas par la volonté que je vais les tenir. Voilà. Donc, chez Descartes, la volonté permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Leibniz nous dit dans ce texte, en résumé, que la volonté permet certes de distinguer le bien du mal, mais pas le vrai du faux. Voilà. Et donc là, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'il fallait avoir lu Marx, etc. Là, bon, je ne sais pas si vous ne connaissez pas Descartes du tout, si vous allez vraiment voir les enjeux. Bon, maintenant c'est un peu trop tard. Hein, mais, voilà. Bon, ça me paraissait... Alors pareil, on ne peut pas dire nécessaire, mais ça me paraissait assez utile de connaître Descartes pour comprendre exactement le texte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un plan peut-être à nous donner sur le texte? Alors, le plan est pas facile. Hein. Bon, alors traditionnellement, il faut suivre le plan du texte. Là, je dirais qu'il y a deux parties hein, qui sont coupées par un mais en plein milieu, une première, une deuxième. L'idée est toujours de montrer que la volonté ne rentre pas dans la distinction du vrai et du faux. Alors, dans la première partie, c'est assez difficile. Hein, c'est assez difficile. Il est en train de dire... en gros que si, enfin en gros c'est toujours mal dit de dire en gros, mais il est en train de dire que si on peut choisir selon des raisons, en revanche, c'est pas la volonté qui me donne des raisons. Enfin bref, c'est assez difficile. À la lecture, déjà que le texte en général demande
connaître sans doute Descartes, mais alors en plus, quand on rentre dans l'argumentation, c'est vraiment pas évident. Alors, faut détendre tout le monde, hein. Moins le texte est évident, plus les correcteurs risquent d'être indulgents, parce que là, quand on rentre, notamment dans la première partie du texte, la deuxième est un peu plus simple, puisqu'on sait où il veut en venir, mais dans la première partie du texte, là, il y a des distinctions qui sont assez subtiles, et à mon avis, ça va pas être facile de corriger. Très bien, Voilà. merci Gilles Verviche. De votre côté, vous pouvez retrouver l'intégralité des corrigés de l'épreuve de philo directement sur l'étudiant.fr. À très bientôt.